bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette machine incroyable qu'est le corps humain et plus particulièrement celui du coureur. On va plonger dans la science qui se cache derrière chaque foulée, chaque effort, chaque record. On s'est tous déjà posé la question non. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on se met à courir? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer en suivant le parcours d'un coureur, du premier pas jusqu'au pic de performance. Parfait. Alors, avant de se lancer dans la mécanique pure et dure, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Mettons-nous d'accord sur quelques termes essentiels. Le premier concept, c'est l'activité physique. C'est le terme le plus large possible. En gros, ça englobe absolument tout ce qui nous fait bouger et dépenser de l'énergie. Monter les escaliers, jardiner, promener le chien et bien sûr courir. Et puis, on a le sport. Alors là, on ajoute une couche de structure. Le sport, c'est une activité physique, oui, mais avec des règles, un cadre et surtout une idée de compétition, que ce soit contre d'autres personnes ou simplement pour battre son propre temps. Et quand on combine l'activité physique et la structure du sport, on cherche à atteindre quelque chose de concret, de mesurable. C'est ça, la performance. C'est le but ultime du voyage de notre coureur. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, il est temps de jeter un œil sous le capot pour voir comment fonctionne la machine. Pour bouger, notre corps s'appuie sur un trio inséparable. D'abord, le squelette, c'est notre charpente. Ensuite, les articulations qui sont les charnières qui permettent le mouvement. Et enfin, bien sûr, les muscles, c'est le moteur qui met tout ça en action. L'un ne va pas sans les autres. Et ce moteur, il est juste énorme. Imaginez un peu, les muscles qu'on contrôle volontairement, ceux qui nous permettent de marcher, de courir, de sauter, représentent à eux seuls environ 40% du poids total de notre corps. C'est fou. Et attention, ces muscles sont bien plus sophistiqués qu'on le pense. Ils ne se contentent pas de se contracter d'une seule façon. Il y a la contraction concentrique, quand le muscle se raccourcit pour soulever une charge. L'excentrique, c'est l'inverse, il s'allonge pour freiner un mouvement. Et l'isométrique, c'est quand il y a de la tension mais sans aucun mouvement, comme en faisant la planche. La course à pied, c'est un ballet complexe de ces trois types de contractions. Maintenant qu'on a vu les bases de la mécanique, on va appliquer tout ça à la course à pied. Alors ça, c'est une idée super intéressante. Pour courir, on utilise deux types d'énergie. Il y a l'énergie payante, celle qu'on produit chimiquement en brûlant nos réserves. Mais il y a aussi une énergie gratuite, c'est l'énergie élastique que nos tendons accumulent à chaque impact, un peu comme un ressort, et qui nous restitue pour la foulée suivante. Être efficace, c'est trouver le bon équilibre entre les deux. Chaque pas, c'est une petite chorégraphie qui se déroule en 3 temps. D'abord, l'amortissement. Le pied touche le sol et absorbe le choc. Ensuite, la phase de soutien. Tout le poids du corps est au-dessus du pied. Et enfin, la poussée, on se propulse vers l'avant. Et ça, des milliers de fois par course. Mais attention, tout le monde ne court pas de la même façon. On oppose souvent le cycle arrière, où le pied attaque par le talon, loin devant le corps, à ce qu'on appelle le cycle avant, où l'attaque se fait plus sur le milieu ou l'avant du pied, plus sous le centre de gravité. Ce n'est pas juste un détail, ça change complètement la façon dont les forces se répartissent dans le corps. D'accord, mais toute cette énergie payante dont on parlait, concrètement, elle vient d'où? Alors il faut imaginer que le corps est une sorte de centrale hybride. Il n'utilise pas un seul type de carburant. Il en a 3 à sa disposition et il va constamment ajuster le mélange en fonction de ce qu'on lui demande. L'intensité de l'effort et sa durée. Et voici nos 3 systèmes. Il y a la filière alactique, c'est le turbo, l'énergie de l'explosivité pure, pour un sprint de 100 mètres par exemple. Elle dure quelques secondes. Ensuite, la filière lactique prend le relais pour les efforts intenses qui durent un peu plus longtemps, jusqu'à quelques minutes. Et enfin, pour les efforts d'endurance, c'est la filière aérobie, notre moteur diesel, qui prend le dessus. Ce graphique, il est parfait pour visualiser ça. L'énergie du sprint s'épuise en une vingtaine de secondes. Le second système nous porte jusqu'à 3 minutes. Et au-delà, c'est le grand règne de l'endurance. C'est clair, un sprinter et un marathonien ne carburent tout simplement pas à la même chose. Ce qui est absolument fascinant avec le corps, c'est que ce n'est pas une machine qui s'use quand on l'utilise. Au contraire, elle s'améliore. Et tout l'entraînement, tout repose sur ce principe biologique fondamental, l'adaptation. Quand on impose un stress au corps comme un entraînement, sa réaction n'est pas de subir, mais de se renforcer pour être mieux préparé la prochaine fois. Ce processus génial porte un nom, la surcompensation. L'idée est assez simple mais puissante. Après un effort et un repos suffisants, le corps ne revient pas juste à son niveau de départ. Non, il se reconstruit un petit peu plus fort qu'avant. Il surcompense. Et voilà le cycle. On stresse le corps avec un entraînement. Ensuite, et c'est absolument crucial, on lui laisse le temps de récupérer, de se réparer. C'est pendant ce repos qu'il s'adapte et devient plus fort.
Sans récupération, pas de progression. C'est aussi simple que ça. D'accord, c'est bien beau toute cette théorie, mais comment on applique tout ça dans la vraie vie pour s'entraîner plus intelligemment? Eh bien, ça commence par quelque chose qu'on a parfois tendance à zapper, l'échauffement. Ce n'est pas juste une formalité, c'est le moment où on prépare la machine. On fait monter la température, on envoie plus de sang dans les muscles, on lubrifie les articulations et on prépare aussi le cerveau à l'effort qui arrive. C'est une étape non négociable pour la performance et pour éviter les blessures. En fin de compte, le message est vraiment porteur d'espoir. Notre corps est conçu pour s'adapter, pour progresser. Comprendre ces principes, de la biomécanique aux filières énergétiques, c'est ce qui permet de transformer de simples footings en un entraînement intelligent et ciblé. La vraie question n'est donc pas de savoir si on peut devenir meilleur, mais quel sera le prochain défi qu'on choisira de relever.